Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous la pêche aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, lors des rappels du cours, quand on a parlé des contraintes, je vous ai parlé d'un examen traitant le sujet des contraintes. Voici l'énoncé. Je vous laisse le lire. J'espère que vous allez essayer de répondre avant de regarder la suite de la vidéo. Alors, pour la première question, pour l'état A, donc ici on étudie l'état de A. Donc, on a ces résultats d'après l'énoncé. Donc, T de E1 est égal à 0, T de E2 est égal à sigma 0 E3 et T de E3 est égal à sigma 0 E2. E1, E2, E3 sont des vecteurs de base. La base dans laquelle on fait ces études ou bien ces chargements. Donc, on sait que T de E1 est égal à 0. Donc, on applique la formule qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. D'ailleurs, pour bien comprendre les réponses de cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui est consacrée à quelques rappels sur les contraintes. Pour bien comprendre, parce qu'ici, on ne va pas développer dans les réponses, vu qu'on a déjà vu ces relations, ou bien ces formules dans une autre vidéo. Je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, on sait que T de E1 est égal à 0, donc on applique la formule. Donc, sigma, sigma E1 est égal à 0. Donc, ici, on a sigma E1 est égal à 0, donc on fait ligne par colonne, ou bien sigma 1 fois 1 plus sigma 1 2 fois 0 plus sigma 1 3 fois 0, c'est sigma 1 1. Est égal à 0. Donc, tout ça est égal à 0. Cela veut dire que forcément sigma 1 1 est égal à 0. Puisqu'on a sigma 1 1 fois 1 est égal à 0. Donc, forcément sigma 1 1 est égal à 0. Donc, on a ici sigma 1 1 est égal à 0. La même chose pour la deuxième ligne avec le vecteur E1. Donc, on a sigma 1, 2 fois 1 est égal à 0. Donc, sigma 1, 2 est égal à 0. La même chose pour la troisième ligne. On a sigma 1, 3 fois 1 est égal à 0. Donc, sigma 1, 3 est forcément égal à 0. Donc, finalement, on a ces trois résultats. Sigma 1, 1 est égal à sigma 1, 2 est égal à sigma 1, 3 est égal à 0. Donc, maintenant, on considère la deuxième équation. Donc, c'est celle-là. Puisqu'ici, normalement, on a sigma 0 ici. Ici, on a 0. Ici, on a 0. Donc, normalement, ça, c'est sigma. Donc, normalement, sigma 1, 1 fois 0 plus sigma 1, 2 fois 1 plus sigma 1, 3 fois 0. Donc, normalement, il est égal à 0, puisqu'on a ici 0. Donc, sigma 1, 2 est forcément 0. On passe à la deuxième ligne. Sigma 1, 2 fois 0 plus sigma 2, 2 fois 1 plus sigma 2, 3 fois 0 est égal à 0. Ici, on a 0. Donc, sigma 2, 2 est égal à 0 aussi. On passe maintenant à la troisième ligne. Donc, sigma 1, 3 fois 0 plus sigma 2, 3 fois 1 plus sigma 3, 3 fois 0 est égal à sigma 0. Donc, on conclut que sigma 2, 3 est égal à sigma 0. Donc, finalement, voilà ce qu'on obtient. Donc, sigma 2, 3 et sigma 1, 2 est égal à sigma 2, 2 est égal à 0. Donc, maintenant, on passe à l'équation 3, ou bien à la troisième équation. Donc, on fait la même chose.
Donc on fait la même chose ici. Ligne par colonne, donc sigma 1 fois 0, plus sigma 1 2 fois 0, plus sigma 1 3 fois 1 est égal à... Donc ici on a sigma 0, ici on a 0, ici on a 0. Donc sigma 1 fois 0, plus sigma 1 2 fois 0, plus sigma 1 3 fois 1 est égal à 0. Donc forcément, celle-là est égale à 0. Puisqu'on l'a multiplié par 1, il nous donne 0. Donc il est égal à 0. Donc pour la deuxième ligne, sigma 1 2 fois 0, plus sigma 2 2 fois 0, plus sigma 2 3 fois 1 est égal à sigma 0. Donc forcément, sigma 2 3 est égal à sigma 0. Donc pour la troisième ligne, on a forcément sigma 3 3 il est égal à 0. Donc voilà ce qu'on obtient finalement. Et sigma de 3 est égal à sigma 0. Donc finalement, on a ces résultats. Donc sigma de 3 et sigma 3 et 2 est égal à sigma 0. Donc puisque le tenseur sigma il est symétrique. Donc bien sûr. Donc sigma de 3 et sigma 3 et 2 sont égales, sont des composantes égales. Donc finalement, on va obtenir le tenseur suivant. Donc on a ici sigma de 3, sigma 3 2, et ce sont les mêmes puisque c'est un tenseur symétrique. Et elles sont égales à sigma 0. Donc tout ça dans le chargement A et dans la base B, bien sûr. On fait la même chose pour les chargements B et on obtient ce tenseur, ou bien cette matrice, ce tenseur sigma de B. Et ici, on fait la même chose pour le chargement C. Alors, pour la deuxième question, donc, on nous demande de déterminer le tenseur sigma si on applique les trois chargements simultanément, à savoir sigma A, sigma B et sigma C. À quoi va ressembler le tenseur sigma? C'est ce qu'on va voir, hein. En fait, si chaque état est représenté par un tenseur, alors le tenseur donc, qui représente le chargement simultanément, sigma A, sigma B, sigma C, c'est tout simplement la superposition des tenseurs, à savoir sigma A, sigma B, sigma C. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a sigma A plus B plus C, c'est tout simplement sigma de A plus sigma de B plus sigma de C qui va nous donner ce tenseur. Donc, qui a la diagonale qui est nulle. Donc, pour la troisième question, donc on cherche à exprimer le vecteur contrainte sur une facette dont on nous donne la direction n. Donc, on sait que n est égal à E1 plus E2 plus E3, d'après l'énoncé. Donc, on connaît la direction n. Mais il nous faut d'abord déterminer les coordonnées du vecteur unitaire normal à cette facette. Normalement, pour calculer le vecteur contrainte, on calcule sigma n comme ça. Mais alors, ici, il n'est pas unitaire. Il n'est pas unitaire, donc il faut chercher le vecteur unitaire correspondant. Donc on procède de cette façon, donc n, le vecteur n sur le module de n, comme ça. Donc normalement on a le vecteur bleu, c'est n, qui a un module de racine 3, puisque son module est égal à racine de 1 plus 1 plus 1, qui est égal à racine de 3. Donc ce n'est pas 1. Donc on va chercher un vecteur n', tel que n' est égal à n sur le module de n. Donc finalement c'est 1 sur racine 3, n. Puis le vecteur contrainte appliqué à la facette définie par cette normale unitaire va être donné directement par la formule du cours qu'on a déjà vu. Donc T est égal à la superposition de sigma, puisque c'est ce qu'il nous demande. Donc il nous demande de calculer le vecteur contrainte sur la facette qui est une vecteur n avec le tenseur qu'on a trouvé. Donc sigma A, B, C. Sigma A plus B plus C. Donc finalement c'est ce qu'on va trouver. Donc on va obtenir finalement T de x et de n, donc le vecteur n. Même si ici normalement on met
le vecteur unitaire, mais c'est pas grave puisque n indique la direction. C'est ce qui nous intéresse. Donc finalement, c'est le résultat qu'on va trouver. Donc 2 sigma 0 n prime. 2 sigma 0 n prime. Alors, dans la question 4, on cherche à déterminer le vecteur contrainte appliqué à une facette de normale U. Il est normal à n, donc forcément on a U scalaire n est égal à 0. Donc on sait que U scalaire n est égal à 0. Et donc U1 N1 plus U2 N2 plus U3 N3 est égal à U1 plus U2 plus U3 est égal à 0, puisque on fait le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur N. N qui est déjà composé de 3 composantes. Donc U1 fois 1 plus U2 fois 1 plus U3 fois 1 est égal à 0. Donc est égal à 0. Donc c'est donc U1 plus U2 plus U3 est égal à 0. Donc maintenant, on cherche le vecteur contrainte de la même façon que précédemment. Donc sigma A plus B plus C, on produit contracté, simplement contracté avec le vecteur U. Avec le vecteur U. Donc on fait le calcul normal. Donc ça c'est le tenseur sigma ABC qu'on a déjà calculé. Donc on fait le produit ligne par colonne, donc 0 fois U1 plus sigma 0 fois U2 plus sigma 0 fois U3. Donc on a sigma 0 fois U2 plus U3. La même chose pour la deuxième ligne avec le vecteur U, sigma 0 fois U1 plus 0 fois U2 plus sigma 0 fois U3. Ça nous donne sigma 0 fois U1 plus U3 et ainsi de suite. Donc on en déduit que le vecteur contrainte qui correspond au vecteur U, donc à la surface de normal U, il est égal à moins sigma 0 fois U1, U2, U3. Donc comme ça. Pourquoi? Parce que U2 plus U3 est égal à moins U1. Puisqu'on sait que la somme des deux d'entre ces trois composantes, donc la somme des deux, par exemple U1 et U2, est égale à l'opposé de l'autre, puisque la somme de toutes les composantes est égale à 0. Donc U2 plus U3 est égal à moins U1, U1 plus U3 est égal à moins U2 et U1 plus U2 est égal à moins U3. Alors dans cette question, on veut déterminer les contraintes principales et les vecteurs principaux, mais sans faire de calcul supplémentaire. Donc d'après les formules précédentes, précisément de la question 3, on a montré que T de in', donc le vecteur unitaire in', est égal à 2 sigma 0 in'. Donc vous remarquez ici que in' se répète. Donc on sait que sigma n' est égal à lambda n' veut dire ou bien signifie que n' est un vecteur principal. Donc c'est un vecteur propre ou bien principal et lambda c'est une valeur propre. Donc 2 sigma 0 c'est une contrainte principale, alors que n' est un vecteur principal, ça veut dire un vecteur de base, le vecteur unitaire de base. Donc n' est une direction principale de contrainte et 2 sigma 0 c'est la contrainte principale correspondante à n'. On a aussi trouvé que la contrainte correspondante à la direction U est égale à moins sigma 0 U et on sait que sigma U est égal à moins sigma 0 U. Et donc U aussi est un vecteur propre ou bien un vecteur de base puisqu'il est des deux côtés. Et moins sigma 0 c'est
la contrainte principale. C'est une contrainte principale. Et puisqu'on sait que U est perpendiculaire à N', donc on a sigma 0 ou bien moins sigma 0. C'est une contrainte principale qui est une racine double. Il est une racine double puisqu'on a deux vecteurs ici qui sont perpendiculaires à N'. Donc on a ici ce vecteur et ce vecteur. Donc tous les deux ils sont normaux ou bien perpendiculaires à N'. Donc on a ici moins sigma 0 et ici on a moins sigma 0. Donc finalement on trouve que sigma de A, B, C est de cette forme là. Donc on a 2 sigma 0, c'est une contrainte principale, moins sigma 0 et moins sigma 0 c'est une contrainte principale qui est une racine double. Donc la base principale est formée de N' et tout couple de vecteurs perpendiculaires appartenant au plan normal à N'. Ça veut dire ce plan-là. Donc si on a N', c'est ce vecteur. Donc dans tout ce plan, on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Donc ils constituent les deux autres vecteurs de base. Alors, pour la question 6, alors pour cette question, j'ai pas fait un rappel là-dessus, mais j'espère que vous comprendrez de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ordonner les valeurs des contraintes qu'on avait trouvées dans les questions précédentes, en supposant que sigma 0 est strictement positif. Donc, on va poser alors ici sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc puisque sigma 1 est égal à 2 sigma 0 et sigma 2 est égal à sigma 3 est égal à moins sigma 0. Donc sigma 1 est supérieur à sigma 2 et sigma 3. Donc comme ça on va tracer le tricercle de Moore, mais en fait ici on a sigma 2 et sigma 3, ils sont égaux. Donc on n'aura qu'un seul cercle, puisqu'on a ici sigma 2 et sigma 3 sont égales. Si on avait sigma 2 est différent de sigma 3, on aurait alors eu deux cercles. Deux cercles et une troisième qui englobe tous les cercles. Donc maintenant, comment on va déterminer la contrainte de cisaillement maximal et la contrainte moyenne? Donc on sait que la contrainte de cisaillement maximal se calcule de cette façon. Donc sigma 1 moins sigma 3 sur 2, ce qui fait 3 sur 2 sigma 0. Alors que la contrainte moyenne se calcule de cette façon, 1 sur 3, la trace de sigma. Donc 1 sur 3, c'est sur 3 comme vous voyez ici. Alors la trace de sigma, c'est sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 qui est égal à 0. Donc finalement on a 0. Puisqu'on sait que sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 est égal à 2 sigma 0 moins sigma 0 moins sigma 0, ce qui fait 0. Donc la contrainte moyenne est nulle. Donc le tenseur de contrainte n'a pas de partie sphérique. Et le déviateur de sigma est égal à sigma. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser votre avis et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir du nouveauté. À bientôt.